situer un petit peu le débat et tout de suite je vais donner la parole à Robert Castel pour préciser un petit peu et pour vous présenter de façon un petit peu plus détaillée. Vous êtes agrégé de philosophie, vous êtes ensuite tourné vers la sociologie, vous êtes aujourd'hui directeur d'études du Centre d'études des mouvements sociaux à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous avez été disciple de Raymond Aron, que peut-être vous n'avez, enfin, dont peut-être vous avez qu'une faible connaissance, mais qui a fortement marqué la vie politique. Là, je m'adresse à nos jeunes élèves, hein, nos jeunes étudiants. Il y a une question peut-être de génération, mais bon, Raymond Aron a eu évidemment une très forte influence sur la pensée française et la vie politique française. Vous avez été également proche de Michel Foucault et surtout, j'allais dire, de Pierre Bourdieu, dont vous avez été l'ami. Enfin, vous avez été l'auteur de nombreux livres dont je ne citerai que deux. D'une part, Les Métamorphoses de la question sociale, une chronique du salariat. Vous voyez qu'on est en plein dans le sujet d'aujourd'hui. Et un autre livre qui nous ramène aussi au sujet d'aujourd'hui et qui est plus récent, L'insécurité sociale. Qu'est-ce qu'être protégé? Vous voyez, on est vraiment en plein dans le débat. Monsieur Castel, voilà, je vous passe tout de suite la parole. Bien, bonjour, et je remercie d'abord Audiencia pour l'honneur qui m'est fait d'avoir cet échange avec M. Schweitzer. Alors, dans un premier temps, j'ai hésité parce que je dois avouer que je suis d'une grande ignorance s'agissant des problèmes concrets que pose le management et le fonctionnement des entreprises. Mais j'ai cru comprendre que ce n'était pas vraiment la question, et d'ailleurs nous avons eu un rapide échange autour d'un thème, mobilité, protection, égalité, dont j'espère qu'il n'est pas sans rapport avec les responsabilités futures que vous aurez à assumer. Alors, pour le dire très schématiquement, d'abord, je crois qu'aujourd'hui, on peut faire le constat d'une mise en mobilité assez généralisée, ou, si l'on préfère, d'une flexibilisation des situations de travail, de l'organisation du travail et aussi des trajectoires professionnelles. Et que cette mise en mobilité prend à contre-pied des systèmes de protection, en particulier du côté du droit du travail et de la protection sociale, protection qui s'était construite sous le capitalisme industriel à des périodes plus stables de l'organisation du travail. Et aussi, cette grande transformation a des effets sur la question de l'égalité ou des inégalités, parce que la France, et d'ailleurs plus généralement les pays d'Europe occidentale, n'ont jamais été des pays où aurait régné une stricte égalité des conditions, mais aujourd'hui on observe que d'une part les inégalités de revenus ont tendance à se creuser, et d'autre part, et peut-être surtout, que de nouvelles inégalités apparaissent parce que des individus sont inégalement positionnés pour faire face aux changements, qui sont inégaux pour assumer cette exigence de mobilité de plus en plus requise. Il nous a donc semblé qu'il y avait des relations fortes entre ces notions mobilité, protection, inégalité, et qui pouvaient valoir la peine d'essayer de les élucider un petit peu, non pas pour le plaisir de faire de la spéculation, mais pour poser la question: est-il possible de faire face à ces situations? Est-il possible, par exemple, d'accepter la flexibilisation du monde du travail et de lui associer de nouvelles protections qui articuleraient mobilité et sécurité? Alors, évidemment, je n'ai pas de réponse miracle à proposer, et je pense d'ailleurs que personne n'en a, et je pense que ce que peut faire de mieux ou de moins mal un sociologue, c'est plutôt de nous aider à prendre conscience des défis que nous avons à relever, et ces défis sont considérables. Et je pense aussi que nous avons la grande chance de pouvoir solliciter la double expérience de M. Schweitzer en tant que grand chef d'entreprise et président
de la Haute Autorité de lutte contre la discrimination et pour l'égalité, et ce n'est sans doute pas lui faire injure de dire qu'il n'a vraisemblablement pas non plus de recettes toutes faites, mais il doit avoir des pistes sur lesquelles nous pourrions nous engager, ou en tout cas engager la discussion. Alors, en ce qui me concerne, je m'en tiens à ce rôle, finalement, d'essayer de préciser ce diagnostic sur le sens des transformations en cours. Alors, je vais être obligé d'être très schématique, et pour m'exprimer très grossièrement, je dirais que depuis le début des années 1970, depuis qu'on a commencé à parler de la crise, mais qui s'est avérée bien davantage qu'une turbulence passagère, bien, depuis cette époque-là, nous sortons, pourrait-on dire, du capitalisme industriel, c'est-à-dire d'un régime de production structuré à partir de grandes formes collectives d'organisation du travail, avec le poids de la grande entreprise, Renault par exemple, la présence de syndicats vigoureux représentant les intérêts de grandes catégories socio-professionnelles homogènes. Et à ces formes d'organisation collective ont correspondu des protections collectives du droit du travail et de la protection sociale. Bon, pas mécaniquement et sans douleur, parce qu'à l'arrière-plan, il y a tout un monde de conflits et de luttes, mais aussi de négociations collectives qui a abouti à ce qu'on a appelé le compromis social des années 60, c'est-à-dire une certaine forme d'équilibre entre, d'une part, les intérêts du marché et des entreprises mesurés en termes de productivité et de compétitivité, et d'autre part, des protections assez fortes du côté des travailleurs, leur assurant une certaine sécurité sur le long terme, sur la base justement du droit du travail et de la protection sociale. Alors, il ne faut pas idéaliser ce moment, il subsistait des injustices, des inégalités, mais justement, cette dynamique permettait ce qu'on pourrait appeler une gestion régulée des inégalités. Bon, vous savez sans doute que même pendant la période de forte croissance qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, les inégalités entre les différentes catégories socio-professionnelles sont restées fortes et se sont très peu réduites. Cependant, tout le monde, ou presque à l'époque, s'élève. Il y a un certain partage des bénéfices à travers ce que l'on peut appeler une négociation conflictuelle entre les différents partenaires sociaux. Cette négociation est conflictuelle parce que tel partenaire pense qu'il n'en obtient pas assez, il a des revendications à formuler, mais il peut aussi penser que dans 6 mois ou dans 1 an, on remettra la gomme, si je puis dire, et qu'il en obtiendra davantage. C'est ce qui alimente la croyance au progrès social. Demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Et en gros, ça n'a pas trop mal marché. Il y a eu un enrichissement assez généralisé, une certaine égalité des chances, de la mobilité sociale ascendante, comme disent les sociologues. L'ascenseur social a fonctionné, bon, pas parfaitement, mais il a fonctionné. Alors, je suis obligé d'aller trop vite et il faudrait évidemment nuancer ce bilan, mais je ne l'esquisse pas pour le plaisir de faire de l'histoire, mais pour essayer de comprendre ce qui est arrivé depuis à peu près 25 ans, et qu'on n'a pas d'ailleurs compris tout de suite. C'est que cette dynamique s'est enrayée. Elle s'est, si ce n'est brisée, en tout cas fortement déstabilisée, avec le passage à un nouveau régime du capitalisme qui n'est plus régulé sur le plan national, où la concurrence exacerbée se déploie sur le plan mondial, avec le poids d'un capitalisme financier sans frontières, etc. Et je n'ai le temps, ni d'ailleurs les capacités de faire la théorie de cette mutation
du capitalisme, mais on peut en souligner rapidement